Merci Samir Boudrahem et Eve Gardien de leur confiance et de me permettre aujourd'hui de contribuer aux réflexions sur la pérédance. Donc je m'appelle Sabine Yonaretti, je suis ergothérapeute et je suis également titulaire d'un master en psychologie clinique. Aujourd'hui, je suis enseignante à l'Université Claude Bernard à Lyon, chargée de la formation initiale des futurs ergothérapeutes. Le propos que je vais développer aujourd'hui est tiré de mes expériences professionnelles, mais il se base aussi sur des expériences de stage lorsque j'étais. En introduction, je vais préciser rapidement quelles sont les missions d'un ergothérapeute. Donc, un ergothérapeute est un professionnel paramédical qui a comme objectif principal que la personne avec laquelle il va travailler développe ou retrouve un sentiment d'autonomie et une participation sociale qui soit satisfaisante pour elle. Par sa formation et ses expériences professionnelles, l'ergothérapeute est capable de proposer ou de chercher avec la personne une ou des solutions aux problèmes qu'elle rencontre ou qu'elle s'apprête à rencontrer à la sortie de l'hôpital, par exemple. Mais le professionnel peut-il répondre à toutes les situations? Quelle crédibilité a-t-il avec ses conseils quand il a en face de lui une personne en grande souffrance, qui pense avoir tout perdu ou qui est en situation de handicap depuis qu'il est né? Par exemple, avec des adultes qui ne peuvent plus marcher, quand on commence l'apprentissage du fauteuil roulant, certaines personnes qui se trouvent en difficulté me disent « Ah, je voudrais bien vous y voir. Elles ont raison, je ne pourrais jamais être à leur place. » Cependant, je leur explique comment, à l'école d'ergothérapie, quand j'étais étudiante, j'ai passé une année, un vendredi sur deux, en fauteuil roulant, et comment je suis tombée d'un trottoir. Oui, à Nancy, l'hiver, il pleut, il neige, ça glisse, il fait froid. Ce partage d'expériences laborieuses suffit parfois à motiver la personne à se dépasser. Mais mon vécu d'utilisation des aides techniques s'arrête à cette anecdote. Dans certaines situations, les moyens d'intervention des professionnels ne suffisent donc pas. Nous transmettons des connaissances apprises en formation initiale, en formation continue, ou au fil du temps grâce à différentes expériences professionnelles avec tous les patients et les situations que nous avons pu rencontrer, mais nous sommes juste des vecteurs de connaissances. Cependant, j'ai remarqué que les informations sont jugées d'autant plus crédibles quand elles viennent d'une personne qui vit ou a vécu la même expérience, qui partage ou a partagé les mêmes besoins. Donc, comment j'ai découvert le soutien entre pairs? J'étais formée au siècle dernier, juste avant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. J'ai fait mes stages dans le domaine de la médecine physique et de réadaptation et en psychiatrie, alors que les hospitalisations duraient plus longtemps qu'aujourd'hui, plusieurs semaines, plusieurs mois. Pendant ma formation initiale, j'ai choisi d'effectuer mes stages dans différentes régions de France. J'étais donc logée sur place, souvent dans des chambres réservées aux infirmiers ou aux internes. J'avais donc l'occasion d'observer ce que les personnes hospitalisées vivaient pendant les temps informels, en journée et surtout après 17 heures. La fin des visites, les temps du repas, la dernière cigarette. C'était avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Dans les espaces communs, donc les réfectoires, la salle de télévision, le hall d'entrée, la machine à café, les personnes s'observent, se rencontrent, commencent à créer des liens, discutent, parlent de leur vie à l'extérieur, mais surtout de ce qu'ils vivent dans l'institution. Des micro-sociétés se construisent. Un monde en dehors du monde, un monde en dehors de celui des soignants. Un monde où on parle avec des mots plus simples que ceux utilisés par la majorité des professionnels. J'ai toujours été curieuse d'observer des patients pendant ces temps. Ils échangent des avis sur tel ou tel professionnel, sur les effets d'une thérapie, sur les espoirs ou le sentiment de découragement. Les plus anciens arrivés épaulent les plus jeunes. Ils procèdent à la visite des lieux et essaient de créer une ambiance avec des routines familières. Ils savent par expérience que l'arrivée dans un hôpital ou dans un centre de rééducation, qu'elle ait été anticipée après une opération programmée ou brutale après un accident, est une véritable scission avec le monde extérieur. Les nouveaux arrivants sont perdus au début. Il est ensuite question de rechercher des personnes qui ont les mêmes motifs d'hospitalisation et d'observer leurs signes d'amélioration pour nourrir les espoirs de guérison. Dans un centre, je me souviens de ce patient qui, après 3 mois de rééducation, à la suite d'une hémiplégie, conséquence d'un accident vasculaire cérébral, venait en salle d'ergothérapie en portant sa canne sur l'épaule. Il arrivait fièrement en disant « Je vous fais de la publicité ». Il avait conscience que l'image qu'il renvoyait pouvait motiver les autres patients présents. Dans les salles de rééducation, en kinésithérapie ou en ergothérapie, souvent organisées dans des espaces ouverts ou dans des gymnases, il règne la plupart du temps une bonne ambiance et les remarques sont bienveillantes. Les retombées sur la thérapie sont très positives. Les patients s'observent, se motivent et progressent. Nos collègues professeurs en activité physique adaptée le savent bien et proposent des sports collectifs qui sont très dynamisants.
pour les patients. Le corps est là avec ses limites, mais le plaisir du jeu et du dépassement fait souvent des petits miracles. J'ai travaillé plusieurs années dans un institut d'éducation motrice avec des enfants souffrant de paralysie cérébrale, de maladies neuromusculaires, de pathologies génétiques diverses. En tant qu'ergothérapeute, j'avais comme mission de participer avec l'équipe à la rééducation des troubles des fonctions motrices et ou cognitives de ces enfants et de trouver des moyens pour limiter leur impact dans la vie quotidienne, les activités scolaires et les loisirs. Je travaillais avec les enseignants pour trouver des compensations aux difficultés d'écriture, des moyens pour que tel enfant puisse manipuler du matériel pour compter, avec les éducatrices pour faciliter la prise du repas, le passage aux toilettes, l'habillage. La finalité est d'accompagner l'enfant et sa famille le plus loin possible dans le développement de ses capacités de trouver une place dans la société, hors de l'institution. Cette structure accueille une centaine de jeunes et quasiment autant de professionnels, toutes catégories confondues. Dans la cour de l'école sont mélangés des enfants de 5 ans à plus de 20 ans parfois. C'est un lieu très vivant avec beaucoup d'interactions entre les jeunes. J'ai toujours été surprise par la maturité de ces enfants malgré les troubles cognitifs ou les déficiences intellectuelles qu'ils présentaient. Il m'arrivait de parler de leurs projets d'avenir à plus ou moins long terme. Ces jeunes arrivaient la plupart du temps à se projeter en prenant l'exemple d'un plus grand qui leur servait de référence. Quand ils auront un fauteuil roulant électrique, les jeunes souffrant de myopathie auront le même que Benjamin, le fan de Formule 1, mais ils savent aussi que c'est l'âge de l'arthrodèse de la colonne vertébrale. Et ils parlent entre eux des douleurs post-opératoires, du fait qu'après, on ne peut plus manger tout seul parce qu'ils ne pourront plus lever la cuillère assez haut. La comparaison et les échanges avec les pairs sont essentiels aussi pour la construction identitaire. C'est le cas pour tous les adolescents, mais pour ces jeunes, c'est encore plus important car leurs profils sont atypiques. Les repères classiques ne conviennent pas. La question du devenir et des projets d'insertion sociale et ou professionnelle sont cruciales et là aussi la présence de modèles sont facilitants. Quand Sarah aura 16 ans, elle ira en groupe d'activité sociale comme Gabriel ou en prépa ESAT comme Lucie, sa camarade de chambre à l'internat. Cela dépendra aussi de leurs projets, de leurs capacités et de leur stage. L'identification à des pairs est très aidante, mais que faire quand elle n'est pas possible? J'étais en difficulté avec Agnès, 19 ans, qui allait passer son bac à la fin de l'année. Elle s'était inscrite en bac général car elle faisait partie des élèves les plus brillants de l'IUM. Elle allait en cours d'histoire-géographie et de philosophie dans le collège de secteur, mais n'a jamais réussi à tisser des liens avec les élèves de sa classe de rattachement. Elle avait des capacités scolaires pour poursuivre ses études dans le supérieur, mais elle était bien perdue pour se projeter. Quelle filière choisir? Est-ce qu'elle sera capable de vivre dans une chambre d'étudiante? Y a-t-il une alternative à l'université? Ses parents, n'ayant pas fait d'études, ne pouvaient guère l'aider. Nous sommes bien allés au centre d'information et d'orientation, mais la conseillère d'orientation, impressionnée par notre arrivée avec le fauteuil roulant électrique et les difficultés d'élocution d'Agnès, était bien en peine de l'aider à faire un choix d'une voie professionnelle. Agnès était de plus en plus déprimée. Elle pensait qu'elle n'était pas capable d'obtenir son bac, que de toute manière ce n'était pas grave car elle ne savait pas quoi faire après, et qu'en fait cet échec lui servirait à avoir plus de temps pour penser à un projet. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire appel à Caroline, une jeune fille qui avait quitté l'IUM quelques années auparavant pour commencer des études de sociologie. Nous avons organisé une rencontre entre les deux jeunes filles en journée à l'IUM. Nous avons commencé les rendez-vous toutes les trois pour lancer les thèmes à aborder, le choix d'une filière, les débouchés professionnels, les représentations du monde du travail, la vie étudiante, l'organisation des études et de la vie quotidienne. Je les ai ensuite laissées toutes les deux pour qu'Agnès puisse évoquer d'autres sujets qu'elle n'aurait pas osé faire devant moi. Quand elles ont fini, j'ai trouvé deux jeunes filles vraiment heureuses. Au-delà de ce qui s'était dit, ce rendez-vous leur avait fait du bien à toutes les deux. Caroline m'a tout de suite proposé de revenir pour ce type de rencontre avec d'autres jeunes si nous avions encore besoin de son aide, et les deux jeunes filles se sont échangées leurs coordonnées. Agnès avait retrouvé la motivation de passer son baccalauréat. Dans cette IUM, j'ai aussi rencontré quelques jeunes qui arrivaient en institution après un échec scolaire en milieu ordinaire. Ici, je ne souhaite pas entrer dans le débat concernant l'inclusion scolaire, mais une des limites que j'ai déjà évoquées, que j'ai déjà évoquées précédemment avec l'exemple d'Agnès, c'est le sentiment d'isolement de ces enfants. Ils se sentent parfois seuls avec leurs différences et parfois la stigmatisation des aides qui leur sont apportées. L'utilisation d'un fauteuil roulant, d'un ordinateur, la présence d'un AESH. Certains enfants n'arrivent pas à développer de sentiment d'appartenance avec les enfants de leur âge.
Lors d'un stage professionnel, lorsque j'étais en licence de psychologie, une psychologue et une psychomotricienne organisaient des séances avec des binômes d'enfants myopathes dans un centre de consultation spécialisé en pédiatrie. Ces deux professionnels proposaient une séance mensuelle de jeu libre pendant environ 2 ans à 2 enfants du même âge, entre 7 et 9 ans. La période coïncidait avec celle de la perte de la marche et du passage à l'utilisation exclusive du fauteuil roulant pour tous les déplacements. Ces enfants étaient scolarisés en milieu ordinaire et n'avaient pas d'autre occasion de rencontrer des enfants qui souffraient de la même maladie. Cette période est compliquée. Certains de ces enfants ont des difficultés à investir des apprentissages scolaires. En étudiant plusieurs binômes, les professionnels ont constaté que ces séances étaient les uniques moments où un enfant rencontrait un autre avec les mêmes difficultés. Pendant ces séances, à travers le jeu, les enfants étaient très complices, notamment quand il fallait jouer contre les professionnels. Mais ils pouvaient aussi rentrer en compétition. Les professionnels avaient remarqué que chaque binôme demandait des jeux de confrontation physique comme la lutte. Même s'ils étaient contents de se retrouver, il y avait des moments de défiance ou de jalousie. L'un pouvait s'en vanter d'avoir encore plus de force que l'autre, ce qui pouvait être difficile à entendre pour l'enfant en grande difficulté. Mais ensuite, ils comparaient les prouesses techniques de leur fauteuil roulant électrique. Les enfants et les parents étaient très satisfaits de ces rencontres et les professionnels me disaient qu'elles n'auraient sûrement pas eu les mêmes résultats en séance individuelle. Les associations comme l'AFM ou l'APF organisent aussi des rencontres appréciées des familles sous forme de sorties, pique-niques, colocations dans des résidences de vacances adaptées. Elles permettent des échanges et des partages d'expériences. Les enfants, les parents et les fratries se côtoient dans une ambiance plutôt festive. Pour les enfants, c'est un moment de rencontrer et d'observer des enfants de tous les âges et de pouvoir s'identifier aux plus âgés. Pour les parents, c'est l'occasion de se soutenir en échangeant sur les difficultés des enfants et de l'organisation familiale, mais aussi de bonnes adresses de lieux de vacances, de loisirs accessibles en fauteuil roulant, des aides techniques facilitant le quotidien, mais aussi les bienfaits et les effets secondaires de tel ou tel traitement ou acte chirurgical. Pour les fratries, ces événements permettent de rencontrer d'autres enfants qui grandissent dans des familles atypiques. Ils partagent le vécu de la différence et ils ont alors la possibilité de verbaliser leurs sentiments extrêmes qui vont de la jalousie à la culpabilité. Au sein d'établissements comme les services d'éducation et de soins à domicile ou dans des cabinets de libéraux, les professionnels organisent des séances de groupe avec un double enjeu, la rencontre entre pairs pour briser l'isolement et l'émulation pour encourager les progrès de chacun. J'ai organisé comme cela des groupes d'entraînement à la frappe à l'ordinateur, donc dactylographie, pour des adolescents qui ne pouvaient pas écrire à la main. Ces jeunes qui avaient du mal à accepter cette aide technologique en classe rencontraient d'autres enfants qui étaient dans la même situation et cela permettait de banaliser le recours à ce matériel. Mais aussi pendant les temps d'apprentissage, je misais beaucoup sur les exercices de compétition, vitesse de frappe, recherche sur Internet et ou de collaboration, aide pour l'organisation des fichiers, mise en commun de procédures. Ces groupes peuvent s'organiser le mercredi ou les vacances scolaires. En conclusion, nous avons vu que la comparaison des patients entre eux permet qu'ils soient plus motivés pour suivre leur rééducation et leur traitement. Elle permet aussi que certains d'entre eux comprennent progressivement qu'ils ne guériront jamais, mais l'identification à des pairs les aide à se projeter dans un avenir plus ou moins proche. Le soutien entre pairs existe de manière informelle dans tous les espaces où les patients peuvent se rencontrer, que ce soit à la machine à café ou dans les couloirs d'un IEM. Par association avec ce que j'ai observé avec des enfants qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des pairs, je m'interroge sur les possibilités de rencontre entre patients aujourd'hui et sur les modifications du soutien informel quand les durées de séjour hospitalier diminuent pour différentes raisons, quand les hôpitaux de jour ou le suivi ambulatoire se développent, quand ce sont les professionnels qui se rendent à domicile. Ces cas d'intervention sont très intéressants pour que les patients retournent le plus rapidement possible chez eux ou réinvestissent leurs occupations quotidiennes, mais ils ne permettent pas les rencontres entre personnes qui traversent une période similaire avec ce sentiment de partager un moment hors norme. Quand ces rencontres n'existent pas, en tant que professionnels, nous pouvons les provoquer en organisant des événements spécifiques ou des séances de groupe. Je reste persuadée que, quelles que soient nos formations et nos expériences, nous ne pourrons pas répondre à tous les besoins exprimés ou non par les patients. Nous construisons notre savoir en partie grâce aux rencontres que nous faisons, mais le partage d'expériences directes entre deux personnes qui ont un vécu proche permet que rentre en jeu l'identification au pair que nous n'incarnerons jamais en tant que professionnels. Cependant, le monde change. Aujourd'hui, il peut être facile de rencontrer ou entrer en contact avec des pairs par le biais de réseaux sociaux qui ont permis que se développent des communautés virtuelles
qui contribuent à une nouvelle forme de soutien. Je vous remercie pour votre attention.